l'ensemble du territoire national et qui adresse les sujets de la transition énergétique. Les 12 pôles, en fait, regroupent les secteurs de l'énergie, du numérique et de la mobilité. Donc, vous avez vu leurs locaux dans l'invitation. Donc, moi, je suis Gilles Charrier, donc je suis le secrétaire général de cette alliance. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir la direction interministérielle de la transformation publique, qui va vous présenter donc un dispositif assez intéressant et assez peu connu encore, qui permet à certains porteurs de projets de lever le verrou, notamment en matière de réglementation, lorsque cela pose un problème pour aboutir à une expérimentation ou même un projet ensuite de déploiement. Alors, 2-3 mots peut-être juste avant donc, sur l'Alliance Smart Energy Alliance. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes une fédération de pôles. Nous organisons un certain nombre d'événements mutualisés pour l'ensemble de ces pôles, plutôt que de les faire séparément chacun dans son coin, donc ce qui est le cas aujourd'hui. Mais on a aussi pour vocation à être l'interlocuteur de structures nationales, et notamment les ministères, pour représenter les pôles et aussi avoir donc une voix unique vis-à-vis des ministères, dont le ministère évidemment de la Transition énergétique, le ministère de l'Industrie, l'ADEME également, et surtout, un des partenaires importants, c'est le comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique, avec lequel nous travaillons de façon très étroite pour le compte de l'ensemble des adhérents des pôles de compétitivité. Voilà, je laisse la parole donc à Olivier Hébrard, donc de la direction interministérielle de la transformation publique, pour vous présenter le dispositif France Expérimentation. 2 petites recommandations. Merci de couper vos micros lorsque vous ne parlez pas. Et puis, deuxièmement, vous avertir que le webinaire est enregistré en fait pour un replay prochain. Merci et bon webinaire. Merci Gilles, bonjour, donc Olivier Hébrard, directeur de projet France Expérimentation. Je suis associé pour animer ce webinaire avec mon collègue Alexis Mazurier, à qui je laisserai la parole dans quelques instants. Donc, nous sommes tous les deux à la DITP. Il va vous dire ce qu'est la DITP, parce que ce sigle n'est pas forcément bien connu. Et nous sommes heureux de cette opportunité de pouvoir vous présenter le dispositif France Expérimentation, qui, vous allez voir, est un dispositif assez original et vraiment tourné vers l'innovation et vers les entreprises. Donc, on est ravis de pouvoir vous le présenter et aussi de pouvoir avoir un temps d'échange ensuite avec vous et au besoin, même après ce webinaire, si vous avez des problématiques qui sont susceptibles de pouvoir donner lieu à des dépôts de projets France Expérimentation. Donc, avant peut-être de commencer, on remercie toute la Smart Energy Alliance. On remercie Gilles, on remercie aussi Madame Ferrato pour l'organisation du coup de ce webinaire. Et pour pouvoir le lancer de manière un petit peu dynamique, on vous propose d'entrer dans le sujet avec une petite vidéo qui explique ce qui a été fait sur un des projets accompagnés par France Expérimentation. Suite à ça, donc Alexis commencera la présentation. Je précise que ce projet, on va y revenir après, j'en dirai quelques mots en plus dans le cadre de la présentation. Voilà, je partage mon écran en espérant que ça se passe bien. Avec France Expérimentation, en quelques mois, on a pu faire évoluer la réglementation nationale en matière d'autoconsommation électrique. Nous sommes à Saint-Julien-en-Quin, dans la Drôme, où l'association ACOPREV, l'association communale de production d'énergie verte, a pu bénéficier du dispositif France Expérimentation. Dans ce projet-là, au départ, c'est de produire de l'électricité locale avec les panneaux photovoltaïques, c'est le plus simple et le plus accessible, pour pouvoir approvisionner en électricité les participants à l'autoconsommation collective et fournir une partie de leur consommation. Ce projet-là intéresse 6 communes, mais on était contraint au départ par la distance réglementaire de 2 km pour pouvoir échanger l'énergie. Et ça restreignait vraiment beaucoup
le développement de l'activité qui a démarré ici. Et l'ambition était vraiment de faire une seule opération sur les 6 communes pour que ça ait du sens et que ce soit simple et efficace. Pour élargir cette zone de travail, on a fait une proposition en sollicitant France Expérimentation. On a formulé une proposition de dire sur les zones rurales, on fait 20 km. France Expérimentation est un dispositif interministériel porté par la Direction interministérielle de la transformation publique et la Direction générale des entreprises, qui permet en fait à tout porteur d'un projet innovant à caractère économique, que ce soit une association, une entreprise ou un particulier, de demander une dérogation à la réglementation pour pouvoir développer ce projet. Et donc nous, France Expérimentation, nous avons saisi les différents ministères et nous avons pu avoir un retour positif, notamment du ministère de l'Énergie. Grâce à France Expérimentation et à la DITP, on a pu donc passer sur les 20 km. Donc on est passé de 26 à 38 participants à l'autoconsommation. Et c'est qu'un début parce qu'on vise à toucher au moins la moitié des 750 habitants des 6 communes au minimum. Et donc c'est un projet du terrain porté par Acoprev qui a entraîné ce changement global pour tous les acteurs en France. Avec France Expérimentation, Voilà, donc voilà pour cette vidéo de lancement. On va revenir donc sur le projet Acoprev tout à l'heure. Je laisse Alexis commencer la présentation. Oui, merci Olivier. Bonjour, donc Alexis Mazurier, aussi de la DITP. Je vais donc vous partager mon écran pour vous présenter un petit PowerPoint. Moi, mon objectif, ce sera de vous présenter la DITP et, dans une certaine mesure, l'objectif de France Expérimentation. Pour cela, je vais vous partager mon truc. Hop, hop là. Hop. C'est bon le partage. On est bon? C'est bon. On est bon. Donc, France Expérimentation est un dispositif interministériel qui dépend de la Direction interministérielle de la transformation publique, qui elle-même dépend du ministère de la transformation publique, que vous connaissez puisque c'est chapeauté par Stanislas Guerini. Créé en juillet 2020, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, il a pour objectif d'accélérer l'application des politiques publiques prioritaires dans le territoire, de moderniser les services publics et de faire évoluer notre fonction publique au service des Français. Là-dedans, notre direction, elle est sous l'autorité du ministre et de son ministère. C'est donc la Direction interministérielle de la transformation publique qui, elle, a pour objectif de réformer l'État et qui s'inscrit dans une longue tradition de réforme de l'État. Elle date de 2015 et elle est rattachée notamment par son délégué interministériel, Thierry Lambert, à la Première ministre et à son cabinet. Donc, il en assure la direction. La DITP, c'est 120 agents qui travaillent sur des sujets variés et qui sont tous réunis autour d'un accompagnement de l'usager, de l'agent, de la transformation et de l'accompagnement des politiques prioritaires. Donc, ça va de sujets très variés à d'autres sujets très variés, des sciences comportementales à l'expérimentation, l'innovation ouverte, au coaching, au co-développement, de sujets qui sont peut-être sporadiques dans l'idée, mais qui finalement se retrouvent à la DITP pour avoir une administration efficace, moderne et innovante. Innovation, pourquoi? Parce que France Expérimentation, on a plusieurs missions à la DITP. On doit tout d'abord assurer la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement sur tout le territoire, coordonner l'action des administrations pour simplifier les démarches et améliorer la qualité du service pour les usagers, porter avec nos partenaires ministériels l'innovation, la transformation des organisations et des pratiques managériales, en tout cas de la gestion publique, et finalement accélérer les projets à fort impact pour que ça impacte au plus près tous les usagers, tous les citoyens, et par extension tous les agents. L'objectif général, c'est bien d'améliorer concrètement la vie des Français et des agents publics. Donc nous, France Expérimentation, on s'inscrit dans la DITP. On est un outil, on est un dispositif, voire un guichet qui aide les innovateurs confrontés à des blocages juridiques. On est un outil au service d'acteurs économiques qui ont un projet innovant, mais qui se voient entravés par la réglementation, en tout cas par les normes, que ce soit réglementaires ou législatives.
Par quel moyen? Par la dérogation, par l'expérimentation. À titre expérimental, France Expérimentation va permettre, sur une durée et un territoire et sur un sujet délimité, de déroger à la réglementation pour pouvoir éventuellement tester des projets qui seraient innovants d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi écologique, d'un point de vue social. L'innovation, à ce titre-là, elle a un sens très large et on n'est pas du tout restrictif sur ce point de vue-là. Notre objectif, en fait, c'est d'intensifier la mise en œuvre d'un droit à l'expérimentation qui est consacré par l'article 37.1 de la Constitution et de permettre une innovation et une simplification active, impactante de l'administration. La démarche, ça passe par le secrétariat de France Expérimentation, c'est-à-dire nous. En fait, on supervise un réseau qui est présent dans tous les ministères et avec qui on va évaluer les projets et on va évaluer leur opportunité et leur éligibilité. À partir de cette analyse et de cette expertise des ministères compétents, c'est le cabinet de la Première ministre qui va déterminer si oui ou non il peut y avoir une dérogation et si oui ou non elle est désirable. France Expérimentation, c'est un guichet en ligne et gratuit qui accompagne les acteurs économiques dont le projet innovant n'est pas réalisable dans le cadre juridique existant. Et à cet égard, c'est pour ça qu'on insiste sur 3 points qui sont fondamentaux, 3 caractères qui sont déterminants dans notre action. C'est tout d'abord l'acteur économique, par définition. On est ouvert à tous les acteurs économiques, que ce soit de la grande entreprise, l'association, l'entrepreneur individuel, la PME, la collectivité. On est ouvert aux acteurs économiques au sens le plus large du terme. Et quel que soit son secteur d'activité, que ce soit l'industrie, que ce soit le service, que ce soit la location, peu importe. Le deuxième caractère très important pour France Expérimentation, c'est le projet innovant, l'innovation. Donc, comme c'est marqué, l'innovation, elle peut être technologique, mais pas seulement. Il n'y a pas de restriction thématique. Alors, on a évidemment une surreprésentation de certains sujets à France Expérimentation, le recyclage, l'écologie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est circonscrit à ces domaines-là. Et finalement, le troisième élément le plus important, c'est que nous, on peut agir sur un blocage législatif ou réglementaire. C'est-à-dire qu'il doit être juridique. On ne s'occupe pas des blocages financiers. En tout cas, ce n'est pas notre compétence. Et ensuite, ça doit résulter d'une norme législative ou réglementaire nationale. En ce sens-là, on ne peut pas faire évoluer les normes européennes, ni d'ailleurs les normes locales. Voilà pour la présentation de France Expérimentation. Je vais laisser la parole pour la suite à Olivier, qui va vous présenter plus en détail le fonctionnement même de France Expérimentation. Merci Alexis. Si tu peux continuer à me faire dérouler les slides, ça serait super. Alors effectivement, comme Alexis vous l'expliquait, donc l'essence de France Expérimentation, c'est vraiment d'essayer de rapprocher le rythme du droit de celui de l'innovation. Ces deux notions ont un rapport qui est un petit peu ambivalent parce que le droit est là pour protéger, l'innovation est là pour être beaucoup plus tournée peut-être vers l'avenir, être peut-être moins dans une logique défensive que ne l'est le droit, mais néanmoins, le droit a besoin de se renouveler pour s'adapter aux enjeux contemporains. Donc, il a besoin de l'innovation pour pouvoir finalement un petit peu trouver à se régénérer. L'innovation a également besoin du droit parce que même si le droit peut être un obstacle, il faut aussi que c'est important que le droit puisse être là pour encadrer les choses et pour protéger les acteurs qui innovent. Donc, on est dans cette logique en fait d'articulation un peu entre les deux et la logique de guichet s'explique par le fait que les pouvoirs publics peuvent anticiper des évolutions juridiques à faire pour permettre à l'innovation de se déployer, mais un moyen quand même qui est important, c'est ce côté un peu bottom-up. L'idée de ce guichet, lorsqu'il a été lancé en 2016, c'était de permettre directement aux innovateurs de faire remonter des blocages afin que ça puisse donc se traduire par des évolutions juridiques si les pouvoirs publics trouvent que des projets comme ceux qui sont soumis pourraient vraiment être pertinents et donc pourraient donc expliquer une nécessité de faire évoluer le droit. Donc voilà comment est né un peu le dispositif en 2016. Et au départ, le dispositif se voulait temporaire. Il y avait eu un appel à projet lancé lorsque le président de la République actuelle était à Bercy. Et puis finalement, face à la récolte qui avait été faite avec cet appel à projet,
il a été décidé en 2018 de pérenniser ce dispositif, donc qui donc maintenant est donc un dispositif qui est permanent, où on a une capacité à accueillir des dossiers qui sont liés à des blocages réglementaires tout au long de l'année. Et concernant les blocages de niveau législatif, c'est-à-dire ceux où en fait c'est un article de loi en fait qui entrave la réalisation d'un projet, là on fonctionne par une logique d'appel à projet, avec des appels à projets que l'on lance en amont de grands projets de loi sur des thématiques liées à l'économie, à l'écologie ou à d'autres domaines. Parce que comme ça nous permet d'avoir un vecteur juridique à horizon avec possibilité du coup éventuellement d'y faire entrer dedans des amendements ou des articles qui pourraient permettre d'expérimenter dans les sujets que l'on a pu détecter. Donc un guichet qui est permanent pour les blocages réglementaires, donc ça c'est un point important. Et sur les blocages législatifs, si jamais vous en aviez, néanmoins, même si on n'est pas dans une phase d'appel à projet là aujourd'hui, il pourrait y en avoir une prochainement. Et puis, lorsque le projet est vraiment important et intéressant, on prend la peine de l'étudier et de voir s'il ne pourrait quand même pas y avoir moyen de le glisser quelque part. Le pilotage du dispositif, Alexis le disait, c'est la DITP avec aussi associé la Direction générale des entreprises à Bercy, qui fait un copilotage du dispositif avec nous. Et le fait que ce soit la DITP qui soit pas mal à la manœuvre, là où c'est intéressant, c'est que comme on est rattaché au Premier ministre, ça évite ça permet une certaine neutralité vis-à-vis de l'ensemble des ministères. Ce n'est pas un ministère en particulier qui va essayer de faire bouger un ministère pour qu'il change sa réglementation. C'est finalement au niveau Premier ministre qu'on essaie de favoriser un dialogue entre les ministères pour essayer de voir si éventuellement une réglementation peut évoluer. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Lorsqu'une entreprise, par exemple comme vous, estime être confrontée à un blocage juridique pour pouvoir développer le projet qui est au cœur de la création de sa société ou qui serait un projet complémentaire à ce qu'elle fait déjà, elle nous contacte, on échange avec elle, on lui indique sur quelle plateforme aller pour pouvoir remplir un dossier en ligne. Ce dossier est un dossier pas très compliqué à remplir, pas très long non plus, une petite dizaine de rubriques, pas besoin de constituer des documents spécifiques. Le dossier complet, ça représente 2-3 pages à peu près de rédaction, donc quelque chose qui peut se faire relativement vite, comme je le disais. Et il faut évidemment indiquer en quoi consiste le projet, quelles peuvent être ses potentialités économiques, quel est le blocage juridique rencontré, le ou les articles qui, a priori, rendent cette activité impossible, illégale. Et sur la base du dossier qui est présenté, nous, on fait une réunion d'approfondissement avec vous. On vous donne des conseils éventuellement pour retoucher un petit peu la demande s'il nous semble que des précisions complémentaires pourraient aider à sa compréhension. Lorsque la demande est, de notre point de vue, claire et relativement complète, ce qu'on fait, c'est qu'on y donne accès, on donne accès au dossier, on transfère à des correspondants France Expérimentation qui se trouvent dans chacun des ministères. Donc, si votre projet, par exemple, concerne le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique, c'est ces deux correspondants-là, dans les deux ministères, qui vont être du coup mobilisés. Et après, charge à eux de diriger le dossier vers les bureaux des experts du domaine concerné. Et ils vont être amenés à apporter une double réponse, finalement. La première, c'est ils vont nous confirmer ou infirmer l'existence du blocage juridique que vous avez identifié. Ce n'est pas anodin parce qu'on a pas mal de demandes où en fait les acteurs pensent être confrontés à un blocage juridique, voire à un vide juridique. Et après analyse, des fois, il ressort que le cadre réglementaire actuel permet au projet en question de se faire. Et lorsque c'est le cas, le retour qui est fait vers l'entreprise, c'est une sorte de rescrit qui va la sécuriser, qui va lui permettre, par exemple, de se retourner d'aller vers des investisseurs pour pouvoir du coup développer son projet de manière tranquille. Si les ministères nous confirment l'existence d'un blocage juridique, alors ce que nous faisons, c'est que nous leur demandons si, en opportunité, il serait ou non favorable à ce qu'on mette en place une dérogation pour qu'un tel projet puisse devenir juridiquement faisable. Et là, donc, ils sont amenés à argumenter favorablement ou défavorablement quant à l'issue du dossier. Et c'est lorsque nous avons ces instructions,
Ensuite, lors de réunions interministérielles présidées par un ou plusieurs conseillers du cabinet de la Première ministre, on fait un tour d'horizon des dossiers en cours. Et sur la base des avis qui ont été rendus par les ministères, le cabinet de la Première ministre est amené à trancher favorablement ou défavorablement sur les dossiers. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc une double assurance. Un, votre projet va être analysé par les ministères qui sont compétents ou intéressés à la thématique, qui vont devoir au fond se prononcer sur l'opportunité ou pas de changer la règle juridique. Et deux, le fait qu'il y a cet arbitrage interministériel qui peut permettre aussi de faciliter les examens, car on a souvent des problématiques qui peuvent concerner 2, 3, voire 4 ministères, ce qui rend évidemment une capacité pour vous à mobiliser ces ministères directement en vous rapprochant d'eux beaucoup plus compliqué. Peut-être sur la slide suivante. Alors, lorsque les arbitrages sont rendus, quelles sont les solutions positives qui peuvent être apportées aux entreprises ou aux associations? La première type de solution, et ça explique le nom de France Expérimentation, c'est le fait de décider d'une expérimentation, c'est-à-dire, ça veut dire poser un cadre dérogatoire. Il reste toujours la règle générale qui va empêcher l'activité, mais il y a une dérogation qui la rend possible sur une partie du territoire, sur une échelle de temps donné, 3 ans, 5 ans en général, et avec un cahier des charges pour encadrer cette expérimentation. Généralement, il est prévu une évaluation in fine pour pouvoir conclure. C'est un peu le but d'une évaluation, c'est que, enfin, d'une expérimentation. Expérimenter, c'est quand on a un doute sur le fait de changer ou pas directement une réglementation, et la phase d'expérimentation, c'est une phase de test. Donc, le but, c'est de pouvoir être dans un univers un petit peu contrôlé et de pouvoir évaluer pour voir si les avantages l'emportent ou pas sur les inconvénients et s'il faut en faire ou non l'état du droit sur tout le territoire pour tous les acteurs économiques et éventuellement dans un champ plus large que ce qui a été expérimenté, et aussi se saisir de ce qui a été observé pendant l'expérimentation pour bâtir le cadre juridique le plus fin, le plus adapté possible à un nouveau terrain d'expérimentation, terrain d'innovation. Une autre solution, c'est la modification directe et sans phase expérimentale du droit. Admettons, si un dossier fait apparaître qu'une réglementation est d'aujourd'hui obsolète et qu'il y a unanimité au sein des ministères et du cabinet à Premier ministre pour penser qu'une phase expérimentale n'apporterait que de la complexité. On sait déjà qu'il faut faire changer, il faut faire évoluer le droit, l'adapter. Donc, dans ce cas-là, on se dispense de la phase expérimentale et on modifie directement la règle juridique bloquante pour que tous les acteurs qui veulent faire quelque chose d'équivalent puissent le faire, donc sans être dans ce régime expérimental. Donc ça, c'est les deux types de solutions. Après, il y a aussi, bien sûr, tous les dossiers qui sont considérés inéligibles, par exemple parce que le blocage est de niveau communautaire, ou c'est, par exemple, un PLU, et donc là, on ne peut pas intervenir pour modifier le PLU d'une commune. Et puis les blocages de niveau communautaire, comme l'évoquait Alexis, sur lesquels on ne peut pas, nous, la France, déroger à une règle de niveau communautaire si l'Union européenne n'a pas prévu cette faculté pour les États de mettre en place des dérogations. Sur la slide suivante, pour pouvoir poursuivre et surtout apporter des exemples. Donc, un exemple d'expérimentation, c'est l'exemple Novo Nordisk, où ce grand laboratoire dans le domaine de la santé, qui a 1500 salariés en France, dont 1000 à Chartres dans son usine, où ils produisent des stylos à injection d'insuline qui sont utilisés par les diabétiques. Ils en produisent 25 millions par an. Et ils sont venus nous voir en nous disant, nous, on aimerait, dans une logique d'économie circulaire, que ces stylos-là, après utilisation, au lieu qu'ils soient incinérés, comme l'exige la réglementation, que l'on puisse les recycler et les valoriser pour en faire, avec la matière plastique qu'ils contiennent, autre chose que des médicaments, des tables, des chaises et autres objets en plastique. Et donc, nous avons organisé plusieurs réunions avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Transition écologique, pour qu'ils puissent présenter leurs projets, qu'ils puissent aussi l'adapter au regard d'exigences qui pouvaient être celles des ministères. Et ça a permis d'aller vers une décision d'expérimentation qui a été rendue par le cabinet de la Première ministre. Ça a exigé le fait d'aller modifier un décret en Conseil d'État qui exigeait que ce type de stylo qui constitue ce qu'on appelle des médicaments non utilisés, parce qu'il reste dedans un résidu de substance, un résidu d'insuline, et donc c'est pour ça qu'il devait être incinéré pour des raisons de sécurité sanitaire. Donc il a fallu modifier
ce décret sur les médicaments non utilisés pour pouvoir mettre en place cette dérogation, pour pouvoir ouvrir la possibilité de recycler donc les stylos injecteurs, plus des arrêtés qui ont précisé un petit peu les conditions pour pouvoir faire une demande et être autorisé à expérimenter. Donc, ça a pris pour un petit peu de temps, mais l'expérimentation est aujourd'hui en place depuis la fin de l'année dernière. Elle va durer 5 ans. Si tout se passe bien, et voilà, on est confiant pour que ça soit le cas, le droit devrait permettre de manière pérenne de pouvoir recycler les stylos injecteurs dans quelques années. Donc voilà, un exemple intéressant d'une expérimentation donc, qui nous a été soumise et qu'on a réussi à accompagner et qui est en cours. Si on passe à la slide suivante, on peut donner un exemple là d'accompagnement juridique, parce que je disais tout à l'heure, on a des acteurs qui nous saisissent, ils pensent être entravés par le droit, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ils sont sécurisés. Et ça a été le cas avec, par exemple, l'entreprise OkCharge, qui est une start-up lilloise qui a conçu un système en fait, qui permet de faire du peer-to-peer en matière de recharge électrique. Concrètement, il vous donne un boîtier, vous achetez, que vous installez sur votre compteur électrique, et ça permet de connecter une prise électrique que vous pourriez avoir sur l'espace public, par exemple attenante à votre maison ou immeuble, et ça va permettre, vu qu'elle va être cette prise connectée, ça va permettre à un utilisateur de la route qui a besoin de recharger son véhicule, sa trottinette, son vélo, de pouvoir identifier qu'il y a une prise connectée à tel endroit, et donc de pouvoir venir et en scannant du coup le boîtier apposé à votre prise, de pouvoir du coup se recharger sur votre compteur. Et donc l'entreprise pensait être bloquée par l'article 334.4 du Code de l'énergie relatif aux opérateurs de recharge. Elle pensait ne pas être un opérateur de recharge au sens de cet article et donc ne pas pouvoir finalement permettre aux particuliers d'offrir de l'énergie. Mais en fait, l'analyse qui a été faite par la Direction générale de l'énergie et du climat était que, en fait, cette notion d'opérateur de recharge, il fallait l'entendre comme étant compatible avec le fait qu'un particulier, non pas de vendre de l'énergie, mais finalement offre un service d'accès à son compteur. Et donc, l'entreprise a été sécurisée quant au fait de pouvoir mener cette tactique, sachant qu'elle avait consulté, elle, des avocats avant qui lui avaient dit qu'il y avait blocage juridique. Donc là, ça a été un apport important pour OkCharge qui, du coup, a pu lancer son activité depuis. Si on passe à un troisième exemple, donc c'est celui qu'on a vu avec la vidéo à Coprel, vous avez compris de quoi il en était, l'autoconsommation électrique, où ça s'est fait en 2 temps, avec un premier temps dans le cadre de la loi Pacte, où on a permis à des écoquartiers de faire de l'autoconsommation électrique sur un périmètre de 2 km. Cette expérimentation a été généralisée par la loi énergie-climat et assez rapidement. Et on a eu une deuxième sollicitation par Acoprev à partir de 2020 où ils nous ont dit nous, le périmètre de 2 km, il n'est pas suffisant en zone rurale et notamment nous sur le plateau du Vercors. On voudrait un rayon plus large pour pouvoir du coup développer une solution. Et on a réussi là aussi à avoir la bienveillance des ministères concernés et du cabinet de la Première ministre pour élargir le périmètre en zone rurale et le porter à 20 km. Ce qui a permis donc au projet Acoprev, donc vous avez vu l'illustration, de se faire. Quelques mots peut-être maintenant sur les aspects statistiques liés à notre activité. Donc France Expérimentation, donc ça existe depuis 2016. Le dispositif est pas très bien connu, on en a conscience. On essaie là d'être un peu plus proactif pour le faire connaître parce qu'il apporte un type d'accompagnement, un type d'aide qui est peut-être sans équivalent, peut-être même sans équivalent en Europe. En tout cas, c'est ce que nous a dit il y a plusieurs mois l'OCDE. Et on a eu, depuis que le dispositif existe, près de maintenant 500 saisines. La plupart émanent donc des entreprises, beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises, comme le disait Alexis, qui sont autour des thématiques transition écologique, transition énergétique, où là vraiment il y a des besoins importants de faire évoluer les réglementations. On a par exemple beaucoup de sujets sur les eaux usées traitées depuis plusieurs mois. Donc on a à peu près
10-15% des demandes qui se traduisent concrètement par la mise en place d'une expérimentation. Il y en a une quarantaine à peu près qui ont été déployées depuis la création du dispositif. Mais si on regarde l'ensemble des solutions favorables qui peuvent être apportées, donc accompagnement finalement à droit constant lorsque le droit n'est pas bloquant, mais aussi les modifications directes du cadre réglementaire sans phase expérimentale, on est aujourd'hui à près d'une demande sur deux qui arrive à obtenir finalement un apport favorable dans le cadre de notre dispositif. Peut-être Alexis, peut-être la slide suivante. Alors, avant de passer aux questions, donc là, vous avez nos coordonnées. Donc, le site internet qui peut vous permettre donc du coup d'en savoir encore plus sur le dispositif et d'accéder à d'autres interviews ou vidéos. Notre adresse mail pour nous contacter si vous avez une problématique dont vous voulez discuter ou si vous voulez relayer ça à une entreprise que vous connaîtriez qui pourrait être intéressée. Donc, nous, on est vraiment très à l'écoute et on essaie d'être très réactif pour pouvoir échanger avec ceux qui nous sollicitent. On est désireux que le dispositif soit plus connu, qu'il puisse traiter plus de demandes. C'est le souhait aussi du gouvernement, et en particulier sur les sujets qui sont liés à la transition écologique et énergétique, et je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et là, donc, il est vraiment assez fondamental de pouvoir, du coup, éventuellement faire bouger les lignes juridiques pour pouvoir aller plus vite et s'ouvrir à un certain nombre d'innovations, vous en doutez, dans une logique un peu de France Nation Verte, comme la promeut du coup comme le promeut le gouvernement. Et donc notre dispositif, donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans une logique qui est celle donc d'agilité un petit peu réglementaire, une logique donc de test des innovations et d'essayer par cette nouvelle manière de construire le droit aussi de pouvoir du coup éclairer la décision publique un petit peu mieux en étant davantage à l'écoute du terrain et en essayant de prendre en considération des logiques qui sont celles de simplification et éventuellement de différenciation. Et on essaie de promouvoir aussi une logique finalement de prise de risque parce que expérimenter, c'est aussi accepter une certaine part de prise de risque par rapport aux bénéfices qui peuvent résulter du fait de rendre possible une innovation et de rendre possible le développement d'acteurs économiques dans un domaine éventuellement nouveau et très concurrentiel. Donc voilà pour France Expérimentation, pour cette présentation. Il nous reste du temps pour prendre des questions et éventuellement approfondir le dispositif ou rentrer dans des problématiques plus spécifiques qui seraient liées à vos activités réciproques. Alors, je crois, Olivier, qu'il y avait une première question dans le chat, qui est une question qui doit revenir effectivement régulièrement, c'est quelle est la durée, le délai pour obtenir un résultat, un retour sur une demande qui passe par France Expérimentation? Oui, c'est une question classique qu'on nous pose. Alors, c'est variable. Si vous déposez un dossier que vous pensez avoir un blocage juridique et qu'en fait, après analyse, il s'avère qu'il n'y a pas de blocage juridique, ça, le retour peut se faire sous un délai de à peu près 1 à 2 mois, qui est le délai d'expertise par le ou les ministères concernés. Donc ça peut aller assez vite. Et puis, du coup, vous apprenez que le cadre juridique n'est pas bloquant. Donc, il n'y a pas d'action de modification du droit à opérer. Donc ça peut être relativement rapide. S'il y a blocage et si les pouvoirs publics décident de faire évoluer le droit, là, c'est effectivement plus long parce que le gouvernement n'a pas la capacité à pouvoir faire une sorte de lettre qui dirait l'entreprise X est exonérée du respect de la réglementation numéro tant. Ça, ce n'est pas possible dans l'état de droit de pouvoir accorder une dérogation sous cette forme. Pour pouvoir qu'il y ait dérogation, et tel que ça a été rendu possible par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, c'est qu'il faut aller modifier le texte qui bloque. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre un texte de niveau équivalent qui va dire, par dérogation à l'article tant, il est possible de faire ceci de telle façon, à tel endroit et sur telle durée.
Et ça, selon le niveau de norme, ça peut prendre plus ou moins, le niveau de choses à modifier, ça peut prendre plus ou moins de temps. Si le blocage est au niveau législatif, ça veut dire qu'il faut passer devant le Parlement et que soit glisser un article de loi ou soit un amendement qui va permettre du coup de faire évoluer le texte bloquant. Donc ça, forcément, c'est long et on dépasse souvent la temporalité d'une année. Si c'est un décret, alors s'il suffit juste de modifier une valeur dans un décret, admettons, aller modifier un 2 km en 20 km, c'est assez simple quelque part. C'est juste dire que l'article temps est modifié et que le terme 2 est remplacé par le terme 20. Donc ça peut aller relativement vite et se faire sous un délai qui va être inférieur à 6 mois une fois que la décision est prise de déroger. En revanche, s'il faut écrire tout un décret compliqué qui va expliquer comment on peut recycler un déchet aujourd'hui qui n'est pas recyclable et poser des règles assez précises de dépôt, de demande d'autorisation, qu'il faut fixer des critères de qualité parce que ça apparaît assez sensible, ben là, il va falloir possiblement que plusieurs ministères échangent, y compris avec le porteur de projet, pour aller calibrer cette expérimentation. Et s'il faut en plus consulter le Conseil d'État, l'ANSES ou autre instance, ben, ça demande un petit peu de temps. Donc les évolutions de texte ou les écritures de texte, on peut être sur du moins de 6 mois, si c'est simple, mais on peut être au-delà d'un an s'il faut prendre un ou plusieurs textes juridiques et que ça demande pas mal de travaux, d'interaction entre les ministères et des consultations. Donc, l'idéal, c'est quand même, si vous avez un blocage, c'est de l'anticiper le plus possible, d'anticiper votre demande le plus possible, d'identifier finalement d'éventuels blocages juridiques avant d'être au moment où vous voulez débuter l'activité. Donc, voilà, le plus possible anticiper. Nous, on essaie de faire en sorte que ça aille le plus vite possible, mais voilà, il y a des contraintes juridiques et des fois des instances à consulter qui font qu'il faut du temps. Monsieur, je vois dans le chat peut-être Monsieur Dubost, est-ce que vous voulez développer vos blocages ou est-ce que vous préférez qu'on échange en dehors du webinaire? Non, bonjour à tous. Oui, je veux bien le développer parce que c'est très intéressant et vous allez sûrement pouvoir nous aider. Donc, Minerve Technologies, c'est une start-up qui a mis au point un procédé de fiabilisation de l'eau chaude sanitaire qui permet donc de garantir la sécurité de ces usages indépendamment de la température de cette eau. Or, il y a un arrêté de novembre 2005 qui impose aux ERP, aux établissements qui reçoivent du public, de circuler l'eau à plus de 55 degrés. Alors que uniquement pour cette fiabilisation, cette sécurité sanitaire. Nous, ce que l'on propose, c'est de fiabiliser avec notre technologie, et évidemment mise en œuvre avec un protocole, et une fois que cette sécurité sanitaire est atteinte, baisser la température. Et les premiers retours qu'on a eus sur des expérimentations montrent qu'en baissant de 7 à 10 degrés la température de l'eau circulante, les usagers peuvent quand même l'utiliser avec une température de confort largement suffisante. Et les économies d'énergie sur la production d'eau chaude sanitaire peut être de 20 à 30%. Donc, c'est assez considérable. Mais on a interpellé directement la Direction générale de la santé, qui nous a répondu gentiment que la réglementation était bien faite et si ça devait évoluer un jour, ça évoluerait. D'accord. Écoutez, là, de ce que vous dites, c'est typiquement le genre de problématique qui peut justifier un dépôt de dossier chez nous et qui ferait qu'il est éligible, vu que vous évoquez une innovation. Vous avez identifié un texte bloquant qui est un arrêté, donc il faudra voir éventuellement si c'est la transcription d'un texte communautaire, mais si c'est vraiment un texte pleinement national, du coup, dans le cadre de votre dossier, on se tournerait vers les ministères et pas que vers le ministère de la Santé, on mettrait aussi dans la boucle le ministère de la transition écologique pour leur demander donc s'il y a bien effectivement le blocage juridique que vous avez perçu.
et voir s'il y a une opportunité au regard de votre technologie, de votre solution innovante et de votre capacité à maîtriser les risques qui ont pu expliquer que cette température de 55 degrés soit fixée et maintenue. Est-ce qu'il serait favorable ou non à la mise en place d'une dérogation sur un sujet comme celui-là qui touche à des problématiques de transition écologique et énergétique? Il y aura aussi forcément un regard attentif parce que les innovations sont les bienvenues dans ce domaine-là, et je vous le disais. Donc, nous, on se ferait votre relais auprès d'eux pour s'assurer que votre sujet est bien analysé. Je ne serai pas évidemment là en capacité de dire s'il va être accueilli avec bienveillance ou pas, mais dans le cadre de la réunion d'arbitrage, en tout cas, il y aurait la position du ministère de la Santé qui serait exposée, mais pas que. Et c'est in fine le cabinet de la Première ministre qui trancherait sur le fait de rendre possible ou pas votre projet. Et si une dérogation devait être arbitrée, et que donc l'arrêté que vous faites état, s'il devait être modifié, pour éventuellement prévoir que cette température de 55 degrés n'est pas forcément applicable à condition de respecter tel et tel critère ou technologie. Dans ce cas-là, toute entreprise qui, comme vous, voudrait faire ça, aurait la possibilité de le faire. C'est-à-dire, si une expérimentation est décidée, elle n'est pas réservée au seul bénéfice de celui qui a été à l'origine de la demande, elle est, on ne l'avait pas dit encore, elle va être possible pour tout acteur économique qui voudrait faire la même chose en respectant les règles fixées, bien évidemment. Donc voilà, du coup, Monsieur Dubos, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive l'échange en dehors du webinaire et qu'on vous donne le lien pour pouvoir faire le dépôt et qu'éventuellement on vous donne des informations en plus pour pouvoir formaliser une demande. On sera ravis de vous accompagner. Oui, bien volontiers. Je vous remercie pour cette ouverture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Nous, on a aussi une deuxième vidéo au besoin. Je ne sais pas si jamais ça vous a... je vois que quelqu'un veut intervenir. Allez-y. Oui, oui, bonjour, Jean-Luc Guilloni, la société Liptech. Nous sommes une start-up qui faisons du rétrofit de véhicules utilitaires légers diesel en gaz, en biogaz, en bio-GNC. Et dans ce cadre-là, on a une limitation avec un règlement communautaire, c'est ce que qui est de UNCE, qui ne prend pas en compte la technologie que l'on a sur des véhicules de la catégorie des VUL. Par contre, il autorise sur des véhicules, des poids lourds, c'est-à-dire au-dessus de 3,5 tonnes. Donc, on est en discussion déjà avec la DGEC. Oui. Pour une évolution possible. Et la DGEC nous a dit qu'il pourrait faire une dérogation. Okay. Donc, de ce côté-là, donc ça veut dire qu'il y a une ouverture. Oui. Pour le moment, on n'a pas le retour officiel puisqu'on a fait une demande d'homologation, mais on n'a pas encore le retour écrit de cette demande, sur cette demande. Par contre, moi, ma question était plutôt, étant donné que le véhicule devra être homologué, sa modification devra être homologuée pour pouvoir rouler, on a des clients qui sont des collectivités locales, qui sont ou des entreprises, des grosses entreprises, qui nous ont demandé des démonstrateurs. Pour pouvoir faire rouler ces véhicules, pour le moment, il faut pouvoir les homologuer. Il faut qu'ils soient homologués. Oui. Et l'idée que l'on a, c'était de pouvoir faire une phase d'expérimentation sans cette homologation, mais d'avoir un contexte de protection. Donc oui. La question, est-ce qu'il existe un dispositif qui permette de faire rouler un véhicule non homologué dans une entreprise qui n'est pas le développeur de la solution oui. Et qui permettrait donc de protéger tout le monde et les usagers oui. Et l'entreprise. Alors, je ne saurais pas répondre là comme ça à la question, parce que je ne suis pas spécialiste du domaine. Ce qu'on pourrait
dans ce que vous disiez, hein, vous évoquiez un cadre communautaire possiblement, mais il y aurait peut-être possibilité pour la DGEC de mettre en place une dérogation. Donc, ça serait effectivement à creuser pour voir s'il y a cette faculté-là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on approfondisse le sujet ensemble et qu'on voit, parce que si vous déposiez une demande auprès de nous, éventuellement, ça pourrait permettre du coup de donner une intensité un peu plus grande à votre demande, étant donné que les demandes après font l'objet d'un arbitrage de la part du cabinet du Premier ministre. Donc, ça pourrait éventuellement amener la DGEC à se prononcer peut-être de manière plus rapide et d'exposer peut-être plus vite ce qu'elle entend faire, à supposer qu'elle ait une marge de manœuvre pour pouvoir faire évoluer le droit, pour permettre un projet comme le vôtre. Et puis, votre demande, possiblement, pourrait être ciblée uniquement ou dans une de ces deux dimensions, sur cette possibilité première qui serait celle de démonstrateur, et du coup, sans aller sur la route et donc possiblement sans être encore homologué. Donc ça, il faudrait du coup, si vous faites une demande, l'identifier. Et ça serait possiblement au niveau du ministère de l'Intérieur que la réponse serait apportée. Parce que l'aspect homologation des véhicules de mémoire, c'est la DGEC qui a la main là-dessus. Mais l'aspect après, il y a l'aspect aussi routier, ministère de l'Intérieur. Donc il faudrait combiner sans doute les deux expertises pour voir dans quelle mesure il est possible pour un véhicule non homologué de circuler dans des endroits qui ne sont pas des routes, qui restent des endroits privés. Donc ça, il faudrait le faire analyser. Donc, à votre disposition, vous aussi, pour pouvoir en discuter un petit peu plus et du coup voir plus clairement si on vous fait déposer une demande ou pas. Et après, vers qui on la dirigerait. Ok, merci. Par contre, ça veut dire que la demande, il faut vous la faire à travers l'adresse mail qui a été communiquée dans les slides ou... Effectivement, envoyez-nous un mail et puis nous, on vous envoie le lien vers la plateforme qui se trouve sur un espace qui s'appelle Démarche simplifiée, où vous allez pouvoir remplir le dossier. Et donc, on vous enverra le lien vers la plateforme, mais avant que vous commenciez à compléter la demande, on peut tout à fait, si c'est pertinent, prévoir un temps d'échange spécifique pour creuser un petit peu plus. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous communiquer vos coordonnées, Monsieur Ebrard? Oui, alors vous pouvez m'écrire directement, c'est olivier.ebrard, H-E-B-R-A-R-D. D'ailleurs, je peux l'écrire dans le chat, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est modernisation.gouv.fr. Merci. Et pour répondre à une question qui était là, oui, on va vous partager la présentation, oui, bien sûr, sans problème. On la fera passer à monsieur, ils l'ont déjà d'ailleurs, on leur a transmis hier ou avant-hier, monsieur Charlier et madame Ferrato, et on une difficulté pour qu'ils vous partagent le contenu. Puis comme on le disait, hein, on sait que les présentations qu'on peut être amené à faire, des fois, il y a certaines personnes qui les suivent et qui immédiatement se disent « Ah ben tiens, on pourrait être concerné ». Mais après, des fois, on a d'autres acteurs qui reviennent vers nous plusieurs mois après ou qui nous adressent finalement une entreprise. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ce qui est important pour vous, hein, c'est que vous connaissiez l'existence de ce dispositif et sa spécificité, et qu'au besoin, donc, vous pouviez faire appel à nous lorsque vous en avez le besoin. Peut-être juste une précision, c'est que on n'est pas… nous, on est vraiment dans l'expérimentation normative, hein, vous l'avez compris, parce que dans l'absolu, il y a des choses qui peuvent être expérimentées, bien sûr, en France, sans qu'on modifie le droit. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, il y a des expérimentations pédagogiques qui sont faites dans des établissements scolaires, mais elles ne nécessitent pas de changer le droit, elles nécessitent juste finalement l'accord des fois du recteur, pour simplifier. Donc nous, on est vraiment dans le normatif, donc il faut qu'il y ait un blocage en dur pour qu'on puisse être compétent et analysé. Donc ça, c'est vraiment le cas. Et puis, donc, les ministères, dans l'absolu, peuvent avoir la possibilité de mettre en place des dérogations sans que ça passe par nous. Nous, l'intérêt, c'est qu'on ait un guichet et que ça permet vraiment donc, aux entreprises et aux associations de
d'avoir un canal pour faire remonter leur blocage et de pouvoir avoir la certitude qu'il y aura donc ce regard interministériel sur leurs problématiques. Donc, concernant les slides et le replay, donc, il sera communiqué à l'ensemble des 12 pôles de compétitivité qui font partie de la Smart Energy Alliance, afin qu'ils le diffusent eux-mêmes à leur propre réseau d'adhérents, voire évidemment le mettre à disposition sur leur propre site internet. Bah, écoutez, très bien. Très bien, parce que nous, on est convaincus que dans vos pôles de compétitivité, moi je connais un peu les pôles de compétitivité parce que j'ai travaillé à la DGE dans le bureau qui s'occupait des pôles de compétitivité il y a une dizaine d'années. Donc, votre univers ne m'est pas complètement étranger. Et voilà, on mesure à quel point il y a de nombreuses entreprises particulièrement innovantes, avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées, et le fait qu'on est, encore une fois, vraiment sur des thématiques avec lesquelles nous, on voit arriver beaucoup de projets, et sur lesquels il y a vraiment une vraie importance de pouvoir essayer de faire ces ajustements de droit à innovation. Donc pour nous, on se réjouit encore une fois d'avoir eu la possibilité du coup d'intervenir dans ce webinaire, et au-delà des personnes qui ont pu suivre le webinaire, les transitions que vous pouvez faire sur une échelle plus large de notre plaquette, de cette présentation, c'est vraiment important parce que ça peut déboucher par la suite donc sur des sollicitations et des demandes. Ça sera fait, et donc éventuellement, donc on avait déjà évoqué ensemble, on aura l'occasion peut-être de refaire un webinaire identique à celui-là au second semestre, voire un peu plus tard. Enfin, on verra pour effectivement diffuser au mieux l'information. À votre disposition, si effectivement si vous le souhaitez, on y répondra bien volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Est-ce que vous en voyez de votre côté? Non, à moins qu'elles étaient vraiment au tout début que je les ai ratées, mais a priori non. Écoutez, pour rester dans le timing qu'on s'était imposé, donc d'1 heure maximum, donc je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, vous remercier donc pour votre écoute et aussi votre participation pour faire connaître ce dispositif qui, comme vous le disiez, est encore assez peu connu. Donc merci à tous, merci aux présentations d'Alexis et d'Olivier. Merci aux participants que je salue en particulier, en tout cas ceux qui me connaissent depuis quelques années, que je vois apparaître à travers leur présence ici au webinaire. Et donc à très bientôt pour une prochaine présentation de ce dispositif ou d'un autre. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.